Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Il est un peu plus de 7 heures en ce 12 octobre 1926. Le jour se lève doucement sur le magnifique château de Chantilly, dans l'Oise, égal à lui-même dans sa splendeur, ou presque. De nombreuses voitures se pressent devant les grilles, dans la cour. C'est tout à fait inhabituel pour une heure aussi matinale. Il y a là des Citroën de type B10 à la carrosserie tout acier, magnifique modèle de conduite intérieure. On s'attarderait bien à les admirer, mais il se passe décidément quelque chose au château. C'est le gardien Jules Lemaître qui a donné l'alarme et prévenu Paul Bourget, président du Collège des conservateurs, et Gustave Macon, conservateur en chef. Ils ont eux-mêmes prévenu Monsieur Chiappe, directeur de la Sûreté Générale, messieurs Gabrielli et Charpentier, commissaires à la première brigade mobile, Benoît et Bayard, commissaires de police, Serin, commandant de gendarmerie, et même Linares, préfet de l'Oise. Que du beau monde! Entrons, il se passe vraiment quelque chose. Ces messieurs portant chapeau écoutent les explications du gardien qui, lui, tient sa casquette à la main. Il a effectué une ronde à l'intérieur du château à 1h30 du matin et une autre à l'extérieur à 3h. Il pleuvait à verse, mais tout était normal. Sa ronde terminée, il a rejoint une aile du château éloignée de celle où, à présent, tous ces messieurs ne peuvent que constater qu'ils sont au début d'une sale affaire. Le 12 octobre 1926, une nouvelle court en ville, causant partout une stupéfaction profonde. Dans la nuit, le château de Chantilly a été cambriolé. Plus précisément, le musée Condé qui se trouve dans le château. Pour que tout soit bien clair, sachez que le musée de Chantilly, qu'on appelle aussi le musée Condé, a ouvert ses portes pour la première fois en 1898. Le duc d'Aumale, propriétaire du château, est mort quelques années plus tôt sans héritier en léguant ses biens à l'Institut de France. Et surtout, ses très riches collections artistiques et bibliographiques qui comprennent des œuvres de Nicolas Poussin, Durer, Raphaël, Le Lorrain, Philippe de Champaigne, Corot et j'en passe. Les cambrioleurs n'ont pas emporté de toiles, seulement des objets précieux. Parmi les joyaux volés se trouve le fameux diamant rose appelé le Grand Condé. Un nom revient alors sur toutes les lèvres, Arsène Lupin. Ce gentleman cambrioleur, imaginé par Maurice Leblanc, aurait-il à sa manière visité le château-musée ? Pour en savoir plus, on ouvre le petit journal du 13 octobre, car on peut y lire le résultat de l'enquête menée par le journaliste sur les lieux, de concert avec la Sûreté Générale, la Brigade Mobile et la Gendarmerie. Oui, rien que ça. L'article comprend une photo d'une façade du château sur laquelle un trait noir indique le trajet suivi par les cambrioleurs. Mais du fameux diamant rose, on n'a qu'un dessin à mourir de rire tant il ressemble vaguement à une pierre ponce engoncée dans du fil de fer. Voici ce qui s'est passé selon les premières investigations du petit journal. Il est entre 3h et 5h du matin, le 12 octobre, quand les malfaiteurs, il faut être au moins 2 pour accomplir cet exploit criminel, pénètrent dans la partie du château réservée au musée grâce à 2 échelles dont l'une sert de passerelle. Ils empruntent en effet un pont qui est fermé chaque soir à son extrémité par un gardien qui en fait pivoter la partie mobile. Ils placent leur échelle passerelle au-dessus du vide et une fois le fossé traversé, ils dressent la seconde contre le balcon de la tour du trésor. Ils la gravissent et se trouvent face à une haute fenêtre aux vitres très épaisses, renforcées de l'intérieur par de résistants panneaux en chêne. Ils brisent le carreau à l'aide d'un diamant, percent au vilebrequin une ouverture dans le bois et passent une main dans cette brèche
pour faire jouer l'espagnolette sans difficulté. À l'intérieur, ils agissent très vite, s'éclairant sans doute de lampes électriques. Ils brisent les glaces de 3 vitrines portatives et raflent les bijoux qui s'y trouvent. Ils laissent de côté un émail inestimable de Benvenuto Cellini, laissant à penser qu'ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils volent. Ils tentent ensuite de forcer une grande vitrine murale qui leur résiste. Puis ils battent en retraite. Ils laissent derrière eux de nombreuses empreintes digitales, très nettes et très caractéristiques. Elles seront confrontées sans délai avec les empreintes conservées au service de l'anthropométrie. Des empreintes de pas attirent également l'attention des policiers, mais elles ne sont guère visibles. La Sûreté générale communique le signalement des bijoux volés à tous les postes frontières pour empêcher qu'ils ne sortent du pays. Quels sont-ils ? Outre le Grand Condé, il manque un poignard dont le fourreau est orné de perles trouvées par le duc d'Aumale dans la tente d'Abdelkader lors de la prise de la Smala en 1843. Une prise de guerre en quelque sorte. Un autre poignard et une plaque de ceinturon enrichie de diamants donnée par le bey de Tunis au duc d'Aumale en 1846. Une croix de la Légion d'honneur en diamant donnée en 1809 par Napoléon Ier au général baron Aymar et léguée ensuite au duc. Plusieurs bracelets en or dans lesquels sont enchâssés les portraits de la reine de Belgique avec la duchesse de Montpensier et le duc d'Aumale enfant. La liste est longue, je vous l'épargne puisque c'est quelque chose comme des souvenirs de famille dont la moindre pièce, en imaginant que vous puissiez la vendre, vous assurerait une paisible retraite. Le fameux Grand Condé est, lui, d'une valeur inestimable. C'est un diamant d'un rose tendre, le plus célèbre des diamants roses, ainsi nommé parce qu'il a appartenu longtemps au prince de Condé. Il est en forme de poire, une toute petite poire de 20 mm sur 14, épais de 4,8 mm. Le conservateur Mâcon, qui depuis 30 ans surveille jalousement les merveilles de son château, prend les choses avec philosophie. Certes, les misérables qui ont pénétré dans le château lui ont porté un coup terrible, mais on peut se consoler en pensant à toutes les merveilles d'art qui auraient pu disparaître entre leurs mains. Ce que les bandits ont emporté sont des richesses ayant une valeur intrinsèque, telles que des brillants et de l'or, mais pas une valeur d'art. Le journaliste du Petit Journal demande aussi son avis à Hugues Citroën, président de la Chambre syndicale des négociants en diamants. Il se dit très étonné et s'interroge sur ce que les voleurs pensent faire de leur prise. Il est évident qu'une pièce comme le Grand Condé est absolument impossible à négocier telle qu'elle. Il faudrait supposer que les cambrioleurs sont des capitalistes et qu'ils ont les moyens de garder le joyau pendant très longtemps à l'abri de recherches avant de tenter de le négocier. Lui l'estime à 5 millions de francs. Difficile de donner une équivalence en euros d'aujourd'hui, mais je me risque. En cette année 1926, une Peugeot 11 chevaux, grande visibilité, aménagement et équipement de grand luxe vaut 45 000 francs. Et c'est un bien de luxe. Avec 5 millions, on peut s'acheter 110 000 Peugeot. Ma comparaison n'est pas très parlante, je crains que ce ne soit pire avec le prix d'un vélo ou la paye journalière d'un ouvrier des dites usines Peugeot. À toutes fins utiles, le pain coûte 2,75 francs le kilo. Quoi qu'il en soit, on estime le butin du vol entre 8 et 10 millions de francs. Mais les cambrioleurs risquent bien de mourir de faim face à leur trésor. En admettant que les bijoux et bibelots puissent être vendus en lingots, cette opération offrirait un maigre bénéfice, la valeur des objets étant surtout représentée par le travail artistique et les souvenirs qui s'y attachent. La description qui en a été donnée rend leur vente difficile dans le commerce régulier et fort scabreuse dans les officines clandestines. Pour se défaire du Grand Condé, les voleurs ne peuvent qu'espérer faire affaire avec un amateur riche et peu scrupuleux qui tirerait vanité d'acquérir un souvenir du vainqueur de Rocroi, écrit par Histoire, en un temps où on savait encore ce qu'était la guerre de 30 ans.
Ou bien alors, les cambrioleurs visaient-ils précisément le diamant rose? Dans ce cas, le commanditaire en aura déjà pris livraison. Il lui reste donc, pour éviter toute difficulté ultérieure avec la police, la ressource de modifier la forme du diamant. Mais on ne taille pas un diamant comme on maquille un tableau. Il faut de l'outillage approprié et l'artisan qui va avec. Il existe à Paris une dizaine de tailleurs capables d'exécuter proprement le travail, mais aucun n'accepterait. Il en existe de clandestins en Hollande, mais tous sont surveillés par la police. S'il parvenait cependant à en modifier la forme, le diamant conserverait sa couleur. Et au dire des spécialistes, il n'existe pas deux diamants roses d'une teinte identique. Dès le lendemain 14 octobre, l'enquête bat son plein. Mais le journaliste du Petit Journal constate que la Sûreté générale observe une certaine réserve et que les nombreuses lettres qui lui parviennent au sujet du cambriolage sont pour la plupart anonymes. Le journaliste engage les auteurs à se faire connaître. Mais connaissant l'indiscrétion des journalistes, on les comprend. La police vérifie de très nombreuses pistes. L'une d'elles vient de Londres et affirme que les experts de Scotland Yard auraient identifié les cambrioleurs. En effet, les empreintes digitales envoyées outre-Manche ont mis les détectives anglais sur une piste intéressante. Un examen minutieux aurait permis d'établir des ressemblances avec 3 voleurs internationaux qui ont opéré sur la Côte d'Azur dernièrement et à Londres il y a quelques années. Ce sont des experts en vol de diamants. Mais la police française pense que c'est à Paris que se cache le mystérieux personnage qui a conçu et préparé ce vol audacieux et peut-être même ses comparses. Sur place, les inspecteurs Février et Lespinasse de la première brigade mobile poursuivent leur enquête. Ils découvrent dans un petit bois près du champ de course et à proximité du château une scie égoïne cassée sans malheureusement aucune empreinte ni marque de fabrique. Elle aurait servi aux voleurs pour couper une perche de 5 mètres environ, grâce à laquelle ils auraient hissé leur échelle le long du mur. De plus, un certain monsieur Guyot, entrepreneur de travaux publics à Creil, en apprenant le cambriolage et en apprenant que les malfaiteurs ont utilisé des échelles, est venu sur place. Il a reconnu les échelles qu'on lui a volées il y a peu dans un chantier situé près de la gare des courses de Chantilly. Les 2 inspecteurs interrogent donc les employés de la gare ainsi que le gardien du sémaphore qui signale le passage à niveau et qui se trouve près du pont de Morlaix. Tous déclarent qu'ils n'ont vu aucun voyageur suspect. La piste de la scie égoïne mène d'abord à un grand bazar parisien, puis à un quincaillier. La Sûreté générale aurait intérêt à connaître le vendeur de cet outil, car on peut penser que son acheteur a aussi acquis la corde de chanvre neuve trouvée au pied de la tour du château. Il faut donc poursuivre l'enquête. Cependant, 4 nouveaux inspecteurs arrivent à Chantilly, accompagnés du commissaire Charpentier du contrôle général des recherches. Ils refont le chemin parcouru par les malfaiteurs. On relève des traces d'échelles dans le sentier qui conduit de la gare du champ de course au rond-point de Diane, ainsi que des traces de pas. Les malfaiteurs ont marché sous le couvert de la forêt jusqu'au bosquet de la chapelle Sainte-Marie. On ne pouvait pas les voir, alors qu'eux pouvaient distinguer la lumière du gardien faisant sa ronde. Ils ont traversé le champ de course tranquillement, étant donné l'heure matinale. Il faut noter que M. Mâcon décide de réorganiser la surveillance des richesses confiées à ses soins. Quel déconvenu pour lui tout de même qu'on puisse entrer dans ce musée comme dans un moulin pour se servir en œuvre d'art. Il songe déjà à étendre l'usage de sonneries électriques d'avertissement à toutes les pièces du château et il envisage l'emploi de chiens de garde destinés à donner l'éveil en cas d'alerte. Et de rajeunir et renforcer l'équipe des gardiens. Mais l'offense est faite. Et bien sûr, on ne manque pas de faire le parallèle avec la Joconde, volée au Louvre 15 ans plus tôt, au nez et à la barbe des gardiens. Une honte pour les conservateurs qui furent la risée des journalistes. Heureusement, on a presque oublié le cambriolage il y a 5 ans du château de Saint-Germain, car les voleurs ne se sont emparés que de copies en plâtre.
On le sait, les cambrioleurs de musées n'ont parfois d'autre but que de démontrer l'insuffisance des moyens de surveillance. La moustache de M. Mâcon en frissonne d'inquiétude. Mais on a tort de faire tant de bruit autour de ce cambriolage. Toutes ces histoires d'échelles, de ponts tournants, d'escalades, d'enlèvement de joyaux ne peuvent que faire travailler dangereusement les imaginations. Il y a à Paris un tas d'honorables jeunes gens en quête d'un bon coup à faire. On leur répète depuis 3 jours sur tous les tons que le coup de main exécuté au détriment du Grand Condé n'a été qu'un jeu d'enfant, tant nos collections nationales sont mal surveillées. C'est tout simplement les encourager à faire de même à Saint-Germain, à Versailles, à Fontainebleau ou ailleurs. Non, ce qu'il fallait faire, c'était altérer quelque peu la vérité, donner à la presse un communiqué légèrement truqué. Par exemple, une tentative de cambriolage a eu lieu cette nuit au château de Chantilly. Elle a complètement échoué. Les malfaiteurs se sont heurtés à M. Paul Bourget, le distingué conservateur, qui les a mis en fuite en les menaçant de son épée d'académicien. Voilà ce qu'il fallait écrire pour décourager les possibles montes en l'air. Dès le 14 octobre apparaît la piste dite du bagnard, à laquelle les enquêteurs ne croient guère. En effet, s'il est une règle en telle matière, c'est que l'individu le plus suspect, a priori, est rarement le coupable. En l'espèce, il s'agit d'un homme condamné au bagne, revenu en France gracié et parent d'un ancien garde du château. Il n'a pas l'envergure de l'exploit, car on comprend bien que le vol du diamant rose n'est pas un vol banal, non. On a affaire à quelque génie du cambriolage, un grand aventurier plutôt qu'un vulgaire voleur. Un Arsène Lupin de chair et d'os. En vérité, les avis sont partagés sur le sujet. Les individus qui ont pillé les vitrines de la salle des gemmes sont-ils de vulgaires pégriots ou des as de l'emploi d'envergure internationale? Le journal Le Matin demande son avis à un habile policier belge. Pas Hercule Poirot, non, mais Monsieur Godefroy, détective du Diamant Club de Belgique. Selon lui, ce n'est pas du travail de professionnel. Rien qu'en jetant un coup d'œil aux photographies publiées par la presse, on constate que le mur extérieur de la tour du trésor présente une série d'aspérités concentriques. Aucun cambrioleur ou voleur international ne serait allé chercher une échelle de 6 mètres de long pour monter jusqu'au premier étage de la tour, alors que ces ornements de la construction lui tenaient lieu d'une véritable échelle pour son escalade. Donc, ou bien le coût des échelles retrouvées sur place, c'est du chiquet pour dérouter les enquêteurs, ou bien les auteurs du vol sont de petits cambrioleurs régionaux. C'est d'autant plus probable qu'ils connaissaient les lieux et savaient même où trouver une échelle de 6 mètres. D'autre part, des internationaux n'auraient pas cassé les vitres. Afin d'éviter de faire du bruit, ils les auraient découpées ou fait sauter les serrures. Et malgré l'avis de nombreux joailliers parisiens, le détective belge est persuadé que si le Grand Condé n'est pas retrouvé, il sera coupé. Les morceaux seront retaillés à Amsterdam ou Anvers et passeront en fraude en Amérique. L'affaire du cambriolage de Chantilly marque le pas dans la presse dans les jours et même les semaines qui suivent. En l'absence d'éléments nouveaux, les journalistes n'ont plus grand-chose à dire. Le petit journal illustré consacre encore une pleine page le 31 octobre au vol de diamants en général. L'article se termine sur le constat qu'ils se sont multipliés au fur et à mesure que croissait l'audace des malfaiteurs. Il faudra attendre le 20 décembre pour qu'on lise en une des quotidiens qu'on a arrêté les voleurs du diamant rose. Et le journal Le Matin le souligne, la Sûreté générale vient de réussir un nouveau coup de maître. Même si, on va le voir, c'est plus au hasard qu'à la sagacité de la police qu'on doit l'arrestation des malfaiteurs. Car ils sont à présent entre ses mains, ainsi qu'une partie du butin, dont le fameux Grand Condé.
Mais de l'enquête et des conditions de ces arrestations, on ne sait encore rien. Je vais bien sûr vous raconter comment on a mis la main, ou plutôt la dent sur le joyau. Mais avant, permettez-moi de vous rappeler que cette histoire est une histoire vraie, comme toutes celles racontées sur Toutoui Podcast. Le 16 décembre 1926, Léon Coffer, Alsacien de 29 ans, se disant commerçant, quitte sa chambre du Métropole Hôtel au 56 boulevard de Strasbourg à Paris, en la laissant dans le plus grand désordre. Il part en disant à la propriétaire qu'une affaire urgente l'oblige à s'absenter 24 heures. Mais le samedi soir, il n'est toujours pas de retour. Madame Potonnier craint que son locataire ne soit parti définitivement en laissant sa note impayée. Elle charge donc la femme de ménage de ramasser tous les objets personnels qui se trouvent dans la chambre du client, de les placer dans sa valise et de descendre le tout au bureau. La soubrette s'acquitte de cette besogne et dépose la valise dans le bureau où la propriétaire tient à en faire l'inventaire avec elle avant de la ranger dans la réserve. La servante, puisant dans la valise, en retire une pomme assez grosse et fort appétissante. Et vous savez ce que c'est. Elle ne résiste pas à la tentation et mord dedans, bien sûr. Mais la gourmande pousse aussitôt un cri. Ses dents ont manqué de se casser sur quelque chose de dur incrusté dans la pomme. À l'aide d'un couteau, on coupe le fruit et on en retire un morceau de verre finement taillé de couleur rose. On n'a jamais trouvé un tel verre dans une pomme, jamais. Car la propriétaire reconnaît tout de suite qu'il s'agit d'un diamant. Et d'un diamant de valeur, sans doute, car sinon, pourquoi le dissimuler ainsi dans une pomme ? Madame Potonnier téléphone aussitôt à Monsieur Laurence, commissaire spécial adjoint à la gare du Nord, en le priant de venir examiner sa trouvaille. 10 minutes plus tard, la pierre en main, il comprend qu'on vient de retrouver le fameux diamant rose. Il se rend aussitôt chez un lapidaire expert en pierres précieuses qui authentifie sans hésitation le Grand Condé. Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, le reçoit des mains du commissaire Laurence. Il donne immédiatement les plus précises directives pour que l'affaire soit traitée sans délai et l'arrestation des coupables opérée sans retard. 3 inspecteurs sont chargés de cette importante mission. Ils se rendent au Métropole Hôtel et replacent les objets personnels de Coffer dans sa chambre, sauf la pomme, bien sûr. Puis ils attendent. Dimanche 19 décembre en début de matinée, ils voient apparaître Coffer qui regagne sa chambre. Un inspecteur l'épie par un trou discrètement pratiqué auparavant dans la porte. Il le voit fébrilement sortir un à un les objets de sa valise. Puis ils font irruption dans la chambre. À leur question, Coffer répond qu'il cherche une chemise. Une chemise ? Vraiment ? Ce ne serait pas plutôt une pomme ? Se sachant démasqué, l'Alsacien blêmit, puis déclare crânement : « Puisque vous savez tout, oui, je cherche une pomme dans laquelle j'ai caché le diamant rose que Souterre et moi avons volé à Chantilly. Jouez tambour, sonnez trompette, on a le diamant et les aveux du cambrioleur. » Le petit journal raconte aussi la découverte du joyau et les arrestations qui s'ensuivirent. Mais dans sa version, il n'est plus question de soubrette. C'est la propriétaire de l'hôtel seule qui découvre le Grand Condé caché dans la pomme. Dans Paris Soir, par contre, c'est la femme du commissaire Laurence qui découpe la pomme que son mari a rapportée du travail pour l'examiner. Qui invente ? Je ne saurais le dire. Mais ces disparités soulignent à quel point il faut se méfier des récits des journalistes. Une bonne part tient à l'évidence de l'invention. Coffer est amené à la Sûreté Générale. Émile Souterre ne tarde pas à le rejoindre car il se fait pincer dans la souricière organisée par les inspecteurs au Métropole Hôtel. Il est le cousin éloigné de Coffer. Les 2 cambrioleurs ne font aucune difficulté pour raconter leur exploit.
C'est Coffer qui a l'idée du cambriolage alors qu'il visite le château et se rend compte des facilités d'accès. Les deux cousins achètent une scie égoïne rue de Saint-Quentin et dans l'après-midi du 12 octobre prennent le train pour Chantilly où ils arrivent vers 6 heures du soir. À la gare du champ de course, ils se munissent d'échelles, mais elles sont si lourdes que plusieurs fois Souter veut abandonner. Coffer l'oblige à poursuivre. C'est Souter qui découpe le volet, brise la vitre et s'empare du diamant rose et des autres objets précieux. Coffer fait le guet. À 4 heures du matin, ils décampent leur butin sous le bras et regagnent Paris sans être inquiétés. Coffer se met aussitôt en quête d'un acheteur et contacte la veuve Schill, née Maria Avransart, bijoutière de 44 ans, établie 50 boulevard de Strasbourg. Elle décertit aussitôt les pierres et conseille aux cambrioleurs de jeter à la Seine les objets dont la vente pourrait se révéler dangereuse. Ce qu'il fait. Adieu donc le poignard d'Abdelkader. Elle-même fait fondre les montures en or. Coffer en tire 25 000 francs qu'il apporte à son amie Eugénie de Curty, 20 ans, domiciliée 10 rue de la Tanche à Roberceau, faubourg de Strasbourg. La veuve Schill vend pour un bon prix les pierres à un antiquaire de la rue Saint-Georges, Jacob Goldenrath. Il les vend à un honorable commerçant, peu méfiant, qui les vend à son tour à un collègue. Elles sont désormais sur le bureau du commissaire Benoît. La veuve Schill étant entre les mains de la police, le petit Parisien se rabat sur sa mère et son fils, qui déclarent connaître Coffer. Il se dit courtier et prétend faire des affaires à l'étranger. Aucune raison de le suspecter de quoi que ce soit. Le 20 décembre au soir sont donc sous les verrous Coffer, son cousin Souter et son amie strasbourgeoise, la veuve Schill et l'antiquaire Goldenrath. Il est à noter qu'Eugénie de Curty est très surprise d'apprendre que Coffer est un malfaiteur, car elle le croyait honnête commerçant en poils d'angora, profession lui rapportant jusqu'à 200 francs par jour d'après lui. Au cours de l'interrogatoire, Coffer avoue qu'il a déjà été condamné pour vol qualifié. Dans une de ses poches, on trouve un carnet sur lequel figure une liste de châteaux qu'il se proposait sans doute de cambrioler avec son cousin. Il affirme également qu'il avait l'intention de restituer par la poste l'embarrassant Grand Condé au château de Chantilly. L'interrogatoire de Souter est plus difficile, car submergé par l'angoisse, il est victime d'une crise d'épilepsie. Mais il s'agit à présent de savoir s'ils n'ont pas commis d'autres cambriolages, avant ou après celui de Chantilly. On estime que les deux cambrioleurs ont vendu 75 carats de diamants pour 30 000 francs. 30 malheureux billets, c'est à vous dégoûter de faire le mal. Préparer un coup pareil, se lancer dans les frais de voyage et l'achat d'une scie, porter sur son dos de lourdes échelles, franchir des fossés remplis d'eau au risque d'attraper de sales maladies, briser des carreaux et des volets, être comparé au grand Arsène Lupin, tout ça pour 30 000 francs. Quelle blague! Surtout qu'ils sont loin d'être débutants. À force d'interrogatoires et de perquisitions, la police découvre qu'ils ont cambriolé des villas dans l'est de la France, l'église Saint-Martin de Saint-Dié et même une entreprise de peau de lapin. On en retrouve 148 kilos dans une consigne de la gare de l'Est. C'est sûr que de la peau de lapin au Grand Condé, il y a une marge. Mais tout de même, il faut le faire. Au final, pour certains journaux, Coffer et Souter sont de vieux chevaux sur le retour, même s'ils sont dans leur vingtaine, et pour d'autres, deux habiles spécialistes. Ils retrouvent la une du Petit Journal le 28 juin 1927 à l'occasion de leur procès devant la cour d'assises de Beauvais. Il n'y a pas foule dans le vieux palais de justice installé dans l'ancien château des évêques du lieu, bien que les journalistes et photographes soient venus en masse de Paris et d'ailleurs pour voir Coffer, Souter et la veuve Schill. Les présents ne sont pas déçus, car à l'issue de la première journée d'audience, on projette à l'hôtel de ville le film tourné au moment de la reconstitution du cambriolage à Chantilly. Un succès fou.
Les deux hommes sont cependant condamnés à 10 ans de réclusion pour Caufer et 8 ans pour Souter, plus 20 ans d'interdiction de séjour. Ce qui doit sembler vexant aux deux infortunés cambrioleurs, c'est la façon dont la presse les traite depuis leur arrestation. Le hardi coup de main de naguère est devenu un vulgaire cambriolage accompli sans art. Le bel ouvrage unanimement vanté par tous les connaisseurs se transforme aujourd'hui en travail de saligot dont les auteurs ne sont pas dignes de porter une pince Monseigneur. Après tout ce que Caufer et Souter ont fait pour animer un peu l'actualité, un tel lâchage est d'une noire ingratitude. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce aux sites Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode. Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.